Digital Congo, la télévision numérique. Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, de vies sont fauchées, notre faune, patrimoine mondial, est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de tout clivage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons vigilants. Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous, apportant un soutien total et indéfectible à nos vaillants FARDC et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Battez-la Ekolo, Bendele Koyate. Bienvenue à cette édition du journal. À la une de l'actualité, ouverture d'une tripartite RDC-Burundi RSA à Addis Abeba en Éthiopie ce dimanche. Le président Félix-Antoine Tshisekedi et ses homologues ont fait le point du déploiement des troupes de la force régionale de la SADC et discuté sur la meilleure coordination des opérations sur le terrain. Nouveau massacre en Ituri, 15 personnes tuées ce samedi par des miliciens Codeco au village Tali sur la route Katoto-Largou en territoire de Djougou. À l'Assemblée nationale, les députés validés et membres du gouvernement ont jusqu'à mardi à minuit pour faire le choix soit de siéger au Parlement ou de rester membres du gouvernement. Au cas contraire, ils perdront leur mandat. Voilà tout pour les titres. Bienvenue à cette édition du journal sur l'écran numérique. Commençons par la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Une tripartite RDC-Burundi, République sud-africaine a été ouverte ce dimanche à Addis Abeba en Éthiopie. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et ses homologues Cyril Ramaphosa de la République sud-africaine et Evariste Ndayishimiye du Burundi ont fait le point du déploiement des troupes de la force régionale de la SADC et discuté sur la meilleure coordination des opérations sur le terrain. Tous les pays contributeurs des troupes de la SAMI-DRC restent déterminés à exécuter la mission leur confiée par le chef d'État.
Nouveau massacre de civils en Ituri. 15 personnes ont été tuées samedi par des miliciens Codeco au village Tali sur la route Katoto-Largou en territoire de Djougou. Les victimes qui roulaient à moto ont été cueillies les unes après les autres. Elles ont été déshabillées et ligotées avant d'être exécutées, a dit Jules Touba, président de la société civile du territoire de Djougou. Le gouverneur militaire de l'Ituri condamne cet acte ignoble qui intervient après quelques mois d'accalmie. Il met en garde les tireurs de ficelles dans ce massacre. Suivez l'extrait du message du gouverneur de l'Ituri lu par le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de l'armée en Ituri. Ituriennes, Ituriens, chers compatriotes, je viens d'apprendre cette triste nouvelle faisant état d'un crime ignoble perpétré par un groupe armé, mieux identifié à la milice Codeco, auteur d'exécution sommaire de 15 personnes d'origine des Katoto en chefferie des Bahema Nord. Face à cette barbarie, je présente, au nom de l'administration militaire que je dirige et au mien propre, mes condoléances aux membres de familles éprouvées et que les âmes de défunts reposent en paix. Chers compatriotes, devant pareille situation qui nécessite une réponse appropriée de la part des autorités compétentes que nous sommes, je ne cesserai de réitérer les mêmes paroles aux Ituriens, vous appelant à garder le calme, tout en vous demandant de vous en remettre au service de défense et de sécurité dont les missions régaliennes leur confiées sont d'assurer votre protection. Les mesures face à cette énième barbarie sont prises et nos recherches sont en cours en vue de neutraliser les auteurs. Rappelons que nous venons de passer une année d'accalmie où les populations vivent en paix. Ne cédons pas à la manipulation de criminels bien connus qui veulent se positionner politiquement. Nous vous rassurons qu'ils seront mis hors d'état de nuire et leurs exécutants. Le peuple iturien ne restera plus esclave de ces gens, sans foi ni loi. À l'Assemblée nationale, les députés validés et membres du gouvernement ont jusqu'à mardi à minuit pour faire le choix, soit de siéger au Parlement, soit de rester membre du gouvernement. Au cas contraire, ils perdront leur mandat. Le Premier ministre est aussi concerné par cette incompatibilité. Jean Nzati nous en parle. Nous avons respecté la loi, on a validé tout le monde. Maintenant, adapté d'aujourd'hui, il faut compter 8 jours. Je crois jusqu'à mardi à minuit. Vital Kamere, Patrick Mouyaya, Pius Mabilou, Jean-Michel Samaloukonde lui-même, le Premier ministre, et bien d'autres n'ont qu'un jour pour se décider. Le jour J est enfin là, il faut choisir entre continuer à être membre du gouvernement ou aller siéger à l'Assemblée nationale. La validation des mandats des députés nationaux élus lors du scrutin du 20 décembre 2023 est intervenue lundi 11 février 2024. Dans les 8 jours, tous ceux qui sont frappés d'incompatibilité, le cas des membres du gouvernement, doivent se décider. Dépasser ce délai de 8 jours, ceux qui ne cesseront pas formellement prononcés perdront de fait leur mandat à l'Assemblée nationale. Christophe Mbosso-Kodia, président du bureau d'âge, l'avait d'ailleurs signifié. Le jour de la validation des pouvoirs, il n'y aura aucun député ministre à l'Assemblée nationale. C'est une exigence constitutionnelle de la République démocratique du Congo. 39 membres du gouvernement Samaloukonde II, y compris lui-même le Premier ministre, sont concernés. Pour rappel, en 2019, le vice-premier ministre en charge des transports et voies de communication, José Makila, avait saisi le Conseil d'État pour savoir si les ministres concernés par des cas d'incompatibilité devaient immédiatement ou pas rendre leur tablier. Le Conseil d'État, dans un avis consultatif rendu public début mars 2019, avait donné un avis défavorable à sa requête en décidant que tous les membres du gouvernement Tchibala ayant opté pour leur mandat de députés nationaux ne devraient plus continuer à exercer leurs fonctions au sein du gouvernement. En 2019, donc, 28 ministres élus députés nationaux avaient opéré le choix de siéger à l'Assemblée nationale. Rappelle toujours, en 2011, en application de cette disposition constitutionnelle, Adolphe Muzito avait démissionné de son poste de Premier ministre pour siéger lui aussi à l'Assemblée nationale.
Pour sa seconde journée de travail, l'informateur Augustin Kabouya a reçu 6 délégations. Les consultations lancées officiellement par l'informateur après son point de presse de jeudi dernier vont bon train. Samedi 17 février, il a reçu dans son bureau de travail à Hilton Hotel, tour à tour, la délégation du parti politique LGD, conduite par Augustin Matata Pogno, la délégation du regroupement AFDCA, conduite par Modeste Batiloukwebo, la délégation du regroupement de l'Alliance et Action pour l'État de droit, dont faisait partie Lambert Mende, la délégation de l'UDPS Kibassa A, conduite par son président Augustin Kibassa, la délégation de l'ACPA, conduite par le gouverneur Gentini Ngobila, et enfin la délégation AACPG, conduite par son président Pius Mwabilou. Validation des mandats de 27 députés provinciaux de la province de Chopo, c'était au cours de la plénière de ce samedi. Sur place, Séraphin Toubilaï. Le bureau d'âge de l'Assemblée provinciale de la province de la Chopo a convoqué samedi la séance plénière axée sur la vérification et la validation du mandat de 27 députés provinciaux élus de différentes circonscriptions électorales de la Chopo. Cette validation intervient après vérification des dossiers de chaque député par les 3 commissions constituées quant à ces. À l'issue de la séance plénière, quelques députés se sont confiés à la presse. Ce qui nous importe surtout, c'est que nous puissions, avec la nouvelle équipe, fonctionner, remettre notre province ici sur le rail. Donc là où le devoir nous appelle, nous devons être là. Et avec les députés de la nouvelle législature, nous allons adapter notre travail pour rendre notre province plus stable et faire face à son développement. Ce que je veux dire est seulement que l'immunité que nous venons de bénéficier aujourd'hui, que cette immunité ne puisse pas constituer pour nous l'orgueil de nous dérober dans les principes de l'exercice de nos fonctions comme députés provinciaux. Et aussi, nous devons rester toujours dans la logique de voir que cette immunité puisse refléter et rayonner nos bases là où nous étions élus. Les 27 députés provinciaux élus seront prochainement rejoints par 2 chefs coutumiers cooptés. Il s'agit de celui du territoire de Bafouassende et celui d'Isangui. Rendons-nous au Congo central où le candidat autodidacte pour l'examen d'État édition 2023-2024 sont soumis à une épreuve préliminaire. La province éducationnelle du Congo central 1 aligne 6 centres de passation de ces épreuves. C'est l'inspecteur principal provincial qui a supervisé ce test. Suivez. Ces candidats autodidactes sont dissimulés à travers les 6 centres de passation des épreuves préliminaires pour les comptes de la province éducationnelle Congo central 1. Effectivement, il s'agit des préliminaires pour les candidats autodidactes. Les candidats autodidactes, ce sont les candidats-là qui n'ont pas rempli les critères d'être alignés comme candidats scolarisés. C'est ainsi que l'État avait mis en place cette disposition de récupérer ces candidats-là trop âgés ou bien les fonctionnaires de l'État qui n'ont pas de diplôme, même ceux qui voudraient aussi améliorer leur pourcentage. C'est ainsi que nous organisons les préliminaires pour les autodidactes, une porte d'entrée pour inscrire ces candidats qui voudraient se présenter à l'examen d'État session 2024. Dans notre province éducationnelle, nous avons organisé 6 centres de passation de cet examen préliminaire. Nous avons le centre de Matadi, le centre de Sekebanza, le centre de Boma, Mwanda, Tchela et enfin le centre de Lukula. Les inscriptions nous disent qu'il faut vraiment enregistrer les candidats même à la veille. Les inscriptions vont se terminer juste lorsque les premiers candidats déposent les papiers. Là, nous ne pouvons pas continuer à inscrire. À Matadi, c'est l'inspecteur principal provincial IPP, Claude Kankou, qui a supervisé ces épreuves. Il a été accompagné par le directeur provincial de la province éducationnelle Congo central 1, John Bopilo, et les autres cadres de l'enseignement.
Dans l'actualité, hors de nos frontières, en Russie, l'opposant Alexei Navalny est décédé en prison ce vendredi. Et ce dimanche encore, ils sont nombreux à lui rendre un dernier hommage à Moscou où un mémorial a été installé. Les proches crient à un assassinat. Par contre, les autorités parlent d'un malaise. Il faut attendre les résultats de l'autopsie. John Zadi. Ce dimanche encore à Moscou, ce sont les hommages des partisans et proches. Alexei Navalny, principal opposant de Vladimir Poutine à la Russie, est décédé en prison vendredi à l'âge de 47 ans. Et jusqu'à ce jour, sa famille n'a pas encore eu accès à sa dépouille. Sa mère, partie à la prison où il a perdu la vie dans l'Arctique, a été dirigée à la morgue où il serait conservé, mais là non plus. Pas possibilité d'accès. D'après les autorités, des recherches sont en train d'être menées pour déterminer les causes réelles de la mort de l'opposant russe. D'après les premiers renseignements, il s'agirait d'un malaise. Il faudrait rappeler que l'opposant russe, Alexei Navalny, avait été victime en 2020 d'un empoisonnement pendant sa campagne en Sibérie. Il était allé se faire soigner en Allemagne. Aussitôt guéri, en 2021, il décide de regagner la Russie. Il sera immédiatement arrêté. En août de l'année dernière 2023, de nouvelles charges ont été retenues contre lui. Il sera condamné à une peine de 19 ans d'emprisonnement pour extrémisme. Vendredi 16 février 2024, il décède en prison. Des messages d'indignation proviennent de partout, particulièrement des pays occidentaux. Les autorités russes sont encore silencieuses quant aux circonstances réelles du décès de Alexei Navalny, principal opposant de Vladimir Poutine en Russie. L'actualité au cours de cette semaine qui s'achève a été marquée par des manifestations de la population qui dénonçaient le silence complice de l'Occident face à l'agression de la RDC par le Rwanda. Des marches ont été organisées par la population à Kinshasa. Suivez. Le centre-ville de Kinshasa s'est réveillé avec des fortes tensions ce lundi 12 février 2024. Pour cause des manifestations pour dénoncer la guerre qui sévit dans la partie est de la République démocratique du Congo. L'ambassade des États-Unis d'Amérique a été une fois de plus la cible de ces manifestations. Même scène devant l'ambassade de France où un important dispositif policier a été déployé pour disperser les manifestants. Un autre groupe des manifestants s'était rendu devant l'hôtel Memling, bâtiment appartenant au Royaume de Belgique, pour dénoncer ce qu'ils qualifient de silence complice de l'Occident sur les crimes commis dans l'Est de la RDC par les terroristes du M23, appuyés par le Rwanda. Sur place, ils ont retiré le drapeau de la Belgique et de l'Union européenne qui flottait. Les installations de la MONUSCO et du distributeur télé Canal+ étaient également visées. Les éléments de la police ont dispersé la foule à coups de gaz lacrymogène. Pour ces manifestants, la guerre à l'est du pays doit être prise au sérieux, comme celle de l'Ukraine. On ne doit pas avoir deux poids, deux mesures. C'est-à-dire de la même façon qu'on peut intervenir ou parler pour la cause d'Ukraine, on doit aussi parler pour la cause de la RDC, pour le sang qui est en train de couler. Mais aussi, parce que nous savons que ce sont les multinationales qui sont derrière cette réalité de la guerre. Nous n'allons pas citer les gens. Nous avons Bolloré avec CanalSat et Total dans ces pays. Nous avons Elon Musk qui a TikTok et son entreprise Tesla qui est dans la fabrication de voitures électriques. Nous ne devons pas continuer à pleurer. Voilà pourquoi aujourd'hui la solution c'est que, à part le fait que nous sommes en train de réclamer, nous devons nous mobiliser tous pour travailler sur notre conscience collective. Il faut que ce peuple se réveille. Il faut que ce peuple commence à s'intéresser sur la nation et sur la gestion de la chose publique. Signalons que les écoles consulaires, notamment les écoles françaises, belges et américaines, ont fermé leurs portes ce lundi 12 février par précaution sécuritaire des élèves. Et toujours au cours de cette semaine, le joueur congolais Héritier Luvumbu a regagné Kinshasa en provenance du Rwanda où il évoluait en première division du championnat de football avant d'être suspendu par la fédération rwandaise en plus des menaces des services de sécurité du Rwanda pour avoir dénoncé l'agression dont est victime la RDC. Joseph Bati nous en parle.
De l'émotion. Quand arrive enfin la voiture qui vient de prendre du pied de l'avion Héritier Luvumbu à l'aéroport d'Andjili. 2 heures avant, l'international congolais avait pris l'avion de l'aéroport de Goma après avoir passé 3 nuits successives difficiles, tout part d'un match de 20e journée du championnat rwandais opposant son équipe Rayon Sport à Police FC le dimanche dernier. Match remporté par la désormais ex-équipe de Héritier Luvumbu avec lui parmi les buteurs. Après son but, Héritier Luvumbu célèbre avec une main sur la bouche et une sur la tête pour dénoncer les tueries dont sont victimes les populations des provinces de l'Est de la République démocratique du Congo, avec le Rwanda cité parmi les principaux agresseurs, si pas le seul. Un geste qui a sonné tout le Rwanda. La fédération rwandaise a annoncé l'avoir suspendu pour 6 mois d'exercer toute activité sportive au Rwanda. À son arrivée à Kinshasa, Héritier Luvumbu a confié que depuis le stade, il a été filé et des soldats déployés autour de son domicile à Kigali. Il a alors trouvé refuge à l'ambassade de la RDC au Rwanda avant d'être exfiltré pour Goma. Le joueur de 31 ans et vainqueur du CHAN 2016 a été reçu à l'aéroport par les membres de sa famille et le ministre congolais des Sports qui l'a ensuite conduit à son cabinet de travail. Désormais libre de tout contrat, Héritier Luvumbu pourra probablement rebondir à l'AS Vita Club. Il avait déjà rencontré au courant de la journée le président du club vert et noir de Kinshasa, Amadou Diaby, qui lui a signifié que la porte lui était ouverte. La présence de l'armée rwandaise sur le sol congolais confirmée par un militaire rwandais capturé vendredi 16 février 2024 par les forces armées de la République. Cet ennemi de la paix explique la mission de leur armée sur le sol congolais, mais aussi interpelle ses coéquipiers à rebrousser chemin. On l'écoute. ahantu bita Kayonza mfite imyaka 22 ninjiye mu gisirikare cy'u Rwanda 2022. On m'appelle Ndayambaji Abouba. Chez nous c'est au Rwanda. Je suis né à Kayonza. J'ai 22 ans. Je me suis fait enrôler dans l'armée rwandaise RDF en 2022. Je fais une formation d'1 année avant de poursuivre l'autre formation. C'est en début de cette année 2024 que j'ai fini ma formation. Après notre formation, on nous avait pris et amenés au Congo pour venir combattre tous ensemble avec nos amis. Aussitôt arrivés dans les villages du Congo, les affrontements ont commencé et l'on a pilonné notre position. Nombreux parmi mes compagnons d'armes sont morts, mais par la grâce, je fuis et je me suis retrouvé dans une position défardissée. Je voudrais dire aux Rwandais, mes frères, que venir au Congo pour se battre, c'est se tromper. Car y sortir vivant, c'est une chance qui n'est pas donnée à tout le monde. Je demande en tout cas au peuple rwandais de rester chez eux. Car toujours venir combattre au Congo, c'est s'égarer et venir mourir pour rien. Mes frères avec lesquels je suis venu au Congo, comme fidèles et autres, je voudrais préciser à leurs parents que ces amis qui sont leurs enfants sont morts. Que personne ne vous mente qu'ils sont encore en vie. Ils sont tous morts ici au Congo. Hier samedi, une attaque à la bombe a visé l'aéroport de Goma, chef-lieu du Nord Kivu. Des 2 bombes en provenance du Rwanda. Selon les forces armées de la République, ces bombes ont endommagé des avions civils. On écoute les porte-parole du gouverneur militaire, le colonel Guillaume Djike Kaiko. Chers amis de la presse, nous avons tenu à vous informer que dans la nuit du vendredi 16 au samedi 17, à 2 h du matin, heure locale, les drones d'attaque de l'armée rwandaise qui ont quitté bien évidemment les territoires rwandais ont violé les limites territoriales de la République démocratique du Congo et ont visé les aéronefs de forces armées de la République démocratique du Congo au regard bien évidemment des trajectoires suivies par
les tirs de ces drones. Mais cependant, nous vous informons que les aéronefs des forces armées de la République démocratique du Congo n'ont pas été touchés, mais c'est plutôt les avions civils qui ont été non seulement touchés, mais aussi endommagés. Voilà qui met fin à cette édition du journal. Merci de nous avoir bien suivis de partout. Au revoir. Digital Congo, la télévision numérique.